Faisons le point sur la situation en Ukraine. On rappelle les événements majeurs. C'est d'abord les Français et les Allemands qui disent à leurs ressortissants quitter l'Ukraine. C'est le président Vladimir Poutine qui rappelle que pour lui, il est exclu que le pays adhère à l'OTAN. Et puis c'est Vincent Hugeux, on le rappelait tout à l'heure, les Ukrainiens qui reparlent d'adhérer à l'OTAN. Oui, mais encore une fois, lorsque Zelensky émet de manière très explicite ce message dans cette conférence sur la sécurité de Munich qui s'est terminée aujourd'hui, je pense que dans son fort intérieur, il est parfaitement conscient qu'il y a epsilon chance qu'un jour l'Ukraine soit de plein droit membre de l'OTAN. Ne serait-ce que pour une raison d'automaticité. Mais pardon, pourquoi ça? Parce qu'on a bien vu que l'OTAN s'étendait sans arrêt à l'Est alors qu'elle avait promis aux Soviétiques qu'elle ne le ferait pas. Il y a une tentation très grande. Un thème a été rappelé tout à l'heure, c'est le concept ancien de finlandisation. Emmanuel Macron a commis, à mon avis, l'imprudence, la maladresse d'évoquer la finlandisation de l'Ukraine comme une des options sur la table, ce qui a été extrêmement mal perçu à Kiev et partout dans le pays. Parce que la finlandisation, c'est l'obligation de neutralité. Ce n'est pas la neutralité choisie, c'est la neutralité subie. Et que le précédent historique n'est pas très sémillant pour un Ukrainien patriote aujourd'hui. Donc je pense que les Occidentaux sont parfaitement conscients que si on ne veut pas être dans un état de conflictualité perpétuelle avec la Russie, ce qui n'est pas nécessairement notre intérêt, eh bien, il y aura des gages à donner et des compromis à consentir. Et celui-là en fera partie. En revanche, attention, dans le vieux concept poutinien d'étrangers proches, il y aura des garanties à donner de la part de Moscou sur le respect de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. Mais l'adhésion de plein droit à l'OTAN, je suis extrêmement sceptique. Demain, 11 h donc, la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Tout à l'heure sur ce plateau, l'ambassadeur Haro s'exprimait, grand spécialiste des relations internationales. Selon lui, la marge est faible côté russe, avec très peu de soft power, mais uniquement le recours traditionnel à la force quand ils le veulent. Écoutez-le. Non, mais il ne faut pas penser qu'on va proposer plus, parce que ça serait le jeu traditionnel, je vous comme ça, arracher petit à petit des concessions de la partie d'en face. Non, en réalité, il y a un chemin de négociation, il faut le présenter aux Russes. Si les Russes ne veulent pas l'emprunter, ben, ils ne l'empruntent pas, mais ça veut dire que nous, de notre côté, nous devons être prêts à réagir à une invasion de l'Ukraine. Ce serait quoi, réagir? Alors, c'est cela, on parle, comme vous le savez, de sanctions dévastatrices, ce qui est une manière de dire qu'on ne va pas mourir pour l'Ukraine. Ça peut être aussi envoyer des armes à l'Ukraine afin que l'agressé puisse infliger, de manière dissuasive, infliger des pertes à l'agresseur. Mais c'est vrai que l'Ukraine est est un faible face au fort. Est-ce qu'on peut céder quelque chose à la Russie? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a quelque chose à céder à la Russie? Il faut déjà, moi je pense qu'il faut changer de dialogue. Vladimir Poutine est quelqu'un qui comprend que le rapport de force, donc il faut manier les deux. Mais vraiment, non, mais à un point, lui, il l'a poussé au paroxysme. Même l'entourage d'Obama disait que quand Obama a rencontré Poutine, il y avait quelque chose, même Obama et ses 1,90 m était un peu écrasé par ce petit bonhomme qui est glacial, glaçant, qui est capable, dans la même phrase, d'être extrêmement chaleureux et dans la phrase d'après, de vous menacer, mais presque physiquement. Donc, il manie mieux que quiconque le rapport de force. Donc, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se connaissent bien. Est-ce que, les Occidentaux ont traditionnellement vexé les Russes? Oui. Monsieur Hollande, par exemple, votre président, c'était le vôtre, quand il a refusé d'aller honorer les morts de la Seconde Guerre mondiale pour les Russes, ça a été un choc pour eux, où vraiment ils se sont dit c'était un malotru. Oui, mais en même temps, mais après ça s'est réparé parce que François Hollande est allé avec... Hier, on avait l'ambassadeur de Russie, il n'avait pas digéré. Bien sûr, on connaît... encore une fois, on est dans un jeu général de poker menteur. Moi, je pense qu'il faut absolument... il faut qu'on change notre regard, je pense que sur les Russes aussi, sur la Russie, de la même manière que je pense que nous devons changer notre regard sur la Chine. On ne peut pas continuer. J'aime beaucoup Gérard Haro, mais j'entends bien d'où il parle, comme disait Guy Debord. Il faut peut-être changer, comment dirais-je, notre regard. Vladimir Poutine... Un mot sur les moyens de force des uns et des autres. Regardons les gazoducs, ça compte beaucoup, le pétrole. Bien sûr, pour l'Allemagne. D'ailleurs, il y a de bonnes nouvelles pour eux, c'est que le pétrole est très haut en ce moment, ça peut les rasséréner. Ces gazoducs, ils sont très importants parce que c'est le pétrole et le gaz russe, Arnaud Stéphane,
À quel point c'est pour eux une arme? C'est très important aussi pour les Allemands. Ouais. Les Allemands sont hyper dépendants du gaz russe. Et d'ailleurs, ils ont construit à grands frais un fameux gazoduc. Il y en a plusieurs. Nord Stream 2, voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué donc, pour ne pas perdre nos téléspectateurs. Voilà. Il y a depuis très longtemps, et même du temps de Schröder, déjà, il y avait des liens très importants. D'ailleurs, il est devenu représentant de la compagnie russe de pétrole. Comme François Fillon. Voilà. Super. Et les deux disent que c'est par conviction autant que par intérêt. Oui, bien sûr. Au moins, c'est honnête. L'un n'exclue pas l'autre. Oui, moi, je ne sais pas. Je Lequel pense on met en premier, je pense on qu'ils ne n'ont sait pas, on n'a pas les mêmes vacances, mais voilà. En revanche, il n'y a pas que les Allemands qui sont dépendants au gaz russe. Il y a un certain nombre de pays de l'Est aussi qui vivent aussi de ça. Ça permet, si l'Allemagne s'arrête à cause du gaz russe, ça peut avoir aussi un impact sur l'industrie, surtout sur cette Mittel Europa. Enfin voilà, il y a des aspects extrêmement compliqués. Je rebondis juste d'un mot. C'est depuis Pierre le Grand qu'on vexe systématiquement la Russie. Voilà. À chaque fois, on les a renvoyés à l'Asie, alors qu'il y avait c'est une des plus grandes, enfin on va pas refaire le numéro, c'est une des plus grandes cultures civilisation, et il y avait ce désir d'aller vers l'Europe, et on les a toujours un peu vexés. Vincent Hugeux, rappelons en tout cas la grande blessure pour eux, et c'est ce qui revient sans cesse ces dernières heures encore dans le discours des Russes. 91, l'Union soviétique s'écroule, le pacte de Varsovie tombe, et l'OTAN non seulement ne tombe pas, mais elle n'arrête pas de s'étendre. N'oublions jamais cette formule de Vladimir Poutine, qui n'est pas apocryphe, il l'a bien dit et il l'a répété. L'effondrement de l'URSS est la plus grande catastrophe de la planète depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au fond, vous savez, Lénine disait que le socialisme, c'était les soviets plus électricité. Pour Vladimir Poutine, le destiné de son peuple, eh bien, c'est le soviétisme moins Marx et Lénine. C'est-à-dire qu'il n'a pas, je crois, dans son logiciel mental, d'autres perceptions que celle de la nécessité de, sinon, resoviétiser la Grande Russie, mais en tout cas, avoir autour de lui un environnement au pire neutre et, si possible, bienveillant. Et donc, tout ce qui peut contribuer à, en plus, ce grand fantasme impérial. Il a ceci de commun d'ailleurs avec le Turc Erdogan, c'est-à-dire que c'est toujours très dur d'être l'héritier d'un empire qui s'est effondré. Et il y a donc ce grand fantasme, ce grand rêve de la restauration. C'est moins récent. Il veut que la Russie soit traitée par tout le monde, et on revient à la dimension psychologique, avec les égards dus à une superpuissance qu'elle n'est plus. C'est quand même le PIB de l'Espagne, ne l'oublions pas, la grande puissance. Une grande puissance pauvre. Mais si Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force, comme le dit Françoise, à quoi sert le protocole de Minsk qui est en place depuis 2014 ? C'est-à-dire que c'est un sacré un modus vivendi. Non, mais quand il y a ce fameux accord de Minsk, d'ailleurs, clin d'œil de l'histoire, aujourd'hui, le très démocrate Alexander Loukachenko, le tyran bélarusse, qui n'a pas été réélu, mais qui est toujours président de son pays, il est de plus en plus satellisé. D'ailleurs, quand Vladimir Poutine, on a évoqué ces manœuvres spectaculaires là, avec les missiles hypersoniques, etc., qui était à la droite du père ? C'était Loukachenko. Il y a une sorte de vassalisation assumée, je dirais presque. Non, mais c'est dans son jus quand vous allez... Depuis les élections absolument foireuses de l'été dernier, eh bien, voilà. Mais vous allez à Minsk, ça, c'est la vous avez encore les téléphones en C'est une bas. reconstitution partielle d'une donnée soviétique. Alors, revenons au terrain, les conséquences sur le terrain, cette proximité entre la Russie et les russophones en Ukraine même. Les Russes tendent la main à leurs frères russophones. Regardez, Lise Romoudoul est sur place, c'est une de nos envoyées spéciales, et elle raconte comment le trait d'union est en train de se faire. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres du poste frontière avec la Russie, et vous le voyez, tous ces habitants avec leurs voitures sont en train de quitter la région de Donetsk. Ce matin également, des bus ont été réquisitionnés par la République autoproclamée de Donetsk pour évacuer la population prioritaire, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les personnes âgées dont les habitations sont situées à proximité de la ligne de front, cette ligne de front qui s'est vraiment réactivée depuis 2 jours avec des échanges de tirs, notamment à l'arme lourde. Alors, toutes ces personnes vont être accueillis dans des centres d'accueil côté russe, dans la ville de Rostov-sur-le-Don. Et Vladimir Poutine a annoncé qu'il donnerait à chaque personne évacuée la somme de 10 000 roubles, c'est-à-dire environ 110 €. Cela correspond ici à la moitié d'un salaire mensuel dans le Donbass.
traité de la défense à l'ONU. Voilà, un mot sur l'affrontement militaire, parce qu'il y a la dimension diplomatique, on l'a vu, c'est ce coup de fil entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron demain à 11h. Il y a aussi un face-à-face militaire. On ne sait pas combien de Russes, mais ils sont quoi 100 000, 150 000 peut-être. C'est ce qui est annoncé, mais enfin, mais les Américains ont suffisamment de satellites pour savoir exactement de quoi il s'agit. Quand les images sont bonnes. Voilà, vous avez surtout vous avez l'avantage des Russes dans cette affaire, c'est qu'ils sont chez eux, ils jouent sur leur terrain. C'est pas avec ce qui reste de troupes de l'OTAN sur le territoire européen qu'on va pouvoir faire grand chose face aux Russes. C'est une armée qui a été entièrement rééquipée, entièrement réorganisée. Je pense qu'ils sont encore dans une phase qui n'est pas encore la phase maximum, ils ne sont pas encore à la pleine vitesse, mais ils ont un avantage technologique. C'est qu'ils sont très très forts sur les systèmes de brouillage, etc. Et surtout, ils disposent de ces fameux missiles supersoniques que n'ont pas encore. Alors dites un mot de ça, parce que dans le rapport de force, même si ce n'est pas ça qui sera utilisé dans l'est de l'Ukraine, mais dans la vision générale, quand Vladimir Poutine dit « nous avons des armes exceptionnelles », ça n'est pas du bluff. Non, c'est pas du bluff. Il a un avantage. Alors, il est peut-être encore de quelques mois, parce que les Américains travaillent vraiment très très fort sur le sujet. On sait que les Chinois sont quasiment à deux doigts de l'obtenir également. Ce sont des missiles qui volent à des vitesses invraisemblables, hypersoniques, qui sont donc extrêmement difficiles à arrêter, qui au moment où ils partent, se sont déjà quasiment sur l'objectif, particulièrement dans des terrains d'opération aussi rapprochés. C'est-à-dire que on n'est pas sur un conflit entre continents. On est sur un terrain. Et encore une fois, les Russes jouent sur la proximité. Et ils estiment en plus, ils connaissent très bien le terrain parce qu'ils y étaient il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, avec cependant le traumatisme, beaucoup qui ont rencontré Vladimir Poutine rappellent les conversations, rapportent des conversations où il dit entrer dans une capitale, c'est très difficile parce qu'il faut savoir en sortir. Traumatisme de l'Afghanistan. Vous avez vécu ça de si près, Vincent Hugeux. Avant d'aller jusqu'à Kiev, ils réfléchiront à deux fois. D'ailleurs, il y a un ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne qui estime, lui, techniquement, opérationnellement, que l'armée russe a la possibilité de conquérir, y compris la capitale Kiev, mais certainement pas d'occuper et de tenir durablement l'ensemble du pays. Et n'oublions pas, puisqu'on parle de balance militaire, grosso modo l'armée russe 900 000 hommes, l'armée ukrainienne quand même 250 000, et ça n'est sans doute pas fortuit. Voilà quelques mois, Zelensky, le président plein de sang-froid, a quand même signé un décret pour renforcer et porter les effectifs des différentes armées ukrainiennes à 361 000 hommes. Donc ça n'est pas non plus totalement anodin. Non, c'est pas des va-nu-pieds, ça c'est important de le dire. Au Donbass, il y a des affrontements. L'armée ukrainienne n'est pas du tout une armée de sans-culottes, rien à voir. Pas du tout. La stratégie russe, est-ce qu'il y a une logique quand on voit ce qu'ils ont fait en Syrie, c'est-à-dire agir très fortement, mais savoir aussi s'arrêter, savoir reculer quand il le fallait, une fois que le rallié Bachar était bien installé? Est-ce qu'il y a une forme de stratégie? Je pense que ce qui distingue, entre autres choses, le tyran du démocrate de stricte obédience, c'est un instinct de survie exceptionnel. C'est-à-dire précisément ce sens qui vous fait dire, là, au-delà de ma rhétorique, au-delà de mes serments, etc., là, voilà, je suis exactement au point où je voulais arriver. Maintenant, pas un pas de plus, parce que là, tout ce que j'ai acquis comme compromis, etc., risque de s'effondrer. Je pense qu'il a cet instinct-là. C'est une certaine maîtrise aussi. Oui, c'est une forme de maîtrise. Oui, mais c'est aussi instruit par le désastre afghan. C'est instruit par ce traumatisme-là qui a traumatisé l'ensemble du pays. C'est pas simplement, c'est la survie instruite aussi par l'expérience. On est d'accord. Alors, la logique des Russes, là encore, on peut écouter Gérard Rault tout à l'heure sur ce plateau. Il parlait du recours à la force militaire, parfois aussi quand même dans ses excès, et ça tempère un peu ce qu'on vient de dire. Chaque pays a sa propre logique. Les Russes, c'est une diplomatie qui est depuis maintenant 2 siècles et elle n'a pas beaucoup changé, qui est fondée vraiment sur la puissance au sens militaire du terme. Vous savez, les Américains disent c'est une station-service avec des armes nucléaires, la Russie. Oui, c'est ce qu'ils disaient sous Brejnev. Déjà. Voilà. Et alors, et donc, il n'y a pas de soft power russe. Et donc, lorsque les Russes veulent peser de leur puissance, ils utilisent l'armée. Et c'est ce qu'ils font, sans doute parce qu'ils profitent du retrait américain d'Europe. Au Mali, brutalité ou pas des Russes, Vincent Hugeux? Oui, non, mais il est peu de scrupules en la matière, ils l'ont amplement démontré, y compris d'ailleurs, vous évoquiez la Syrie, mais dans l'Afghanistan, première période aussi. Bon. Et la Tchétchénie, n'oublions pas, on va aller chercher les chiottes, etc. Actuellement au Mali, les commandos Wagner qui ne font pas dans la dentelle, disons. Absolument. On l'a vu en République centrafricaine, où les exactions ne sont pas des fantasmes occidentaux, mais ont été parfaitement documentés par l'ONU et par des ONG indépendantes. Et d'ailleurs, au passage, sur la performance Wagner, on oublie trop souvent de dire que
Dans le nord de Mozambique, il y a une province qui s'appelle le Cabo Delgado, qui a été le foyer d'un assaut djihadiste. Ça a été un fiasco. Et ils avaient un contrat en bonne et due forme, ils sont partis en courant, et ce sont les Sud-Africains qui sont venus les suppléer. Et puis en Libye, ils ont misé sur le mauvais cheval, Khalifa Haftar, et donc on ne peut pas dire que la performance opérationnelle de Wagner soit très prometteuse pour les Maliens. Pardon, est-ce qu'il n'y a pas toujours un prisme occidental quand les Américains avec Halliburton en Irak ont commis tant de... Bob Denard n'était pas russe. Non, mais j'allais dire, je ne suis pas sûr que nous, Français, on ait beaucoup de leçons à donner. Je ne sais pas si Gérard Haraud, c'est un grand diplomate, mais je ne suis pas sûr que son prisme sur la Russie soit tout à fait, comment dirais-je, objectif, parce que la réalité, c'est que tous les grands pays ont cette forme de brutalité qui ne dit pas son nom. Et puis surtout, ce sont quand même les rois de la diplomatie. Sylvie Berman, qui va arriver, connaît très bien Lavrov. On peut considérer aujourd'hui que c'est l'un des plus grands diplomates du monde. Lavrov est quelqu'un qui est capable de manier le rang qu'il tient au Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères russe. Et quelque chose d'extraordinairement... Ça fait des années qu'il tient auprès de Poutine. C'est un signe, en tout cas, de société et d'intelligence. J'allais dire, sa longévité auprès de Vladimir Vladimirovitch me paraît déjà le signe de l'intelligence. Il a demandé à partir à plusieurs reprises. Oui, et puis il y a eu la... Au risque de contredire Gérard Haraud. Non, un mot. Pardon. Juste un mot. Quand il dit qu'il n'y a pas de soft power russe, je suis désolé. C'est faux. Je ne le crois pas. Lavrov je les ai est vus la à l'œuvre démonstration du en contraire. République centrafricaine. C'était quoi le soft power russe? On finançait le concours Miss Bangui 2019, on finançait des radios, on proposait à un de mes copains journalistes un salaire quadruplé pour qu'il prenne les rênes d'une radio pro-russe, et je connaissais les tarifs qui étaient offerts à nos confrères centrafricains. Un édito pro-russe, c'est autant, un édito qui dézingue la France, c'est 3 fois plus. C'était combien pour dézinguer la France? Non, mais c'était T'aurais dû dérisoire écrire par sous rapport au... On blague. Mais pour eux, c'était immense. Restez avec nous. On va revenir dans un instant à l'Ukraine avec ces déclarations très fortes des Ukrainiens qui ne sont pas vraiment rassurantes. Mais d'abord, 23h, les informations. Et oui, Darius, ce sont les derniers efforts possibles et nécessaires pour éviter un conflit majeur en Ukraine. Voilà ce que dit l'Élysée à l'issue d'un appel entre Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce soir. Nouvel entretien que doit avoir le chef de l'État. C'est demain avec Vladimir Poutine à 11h. De son côté, le président Zelensky a confirmé à Emmanuel Macron sa volonté de ne pas riposter aux provocations russes. Plus tôt dans la journée, la France a conseillé à ses ressortissants de quitter le pays. L'OTAN, lui, transfère son personnel de Kiev vers l'ouest, mais également à Bruxelles. Les observateurs de l'OSCE ont enregistré plus de 1500 violations de la trêve dans le Donbass ces dernières 24 heures et la guerre semble inexorablement se rapprocher. Nous allons voir ces précisions de Philippe Crowther à Kiev. Alors je vous dirais ceci, à ce stade, la guerre semble probable, c'est aussi simple que cela. Mais il y a encore cette petite lueur d'espoir que la diplomatie puisse arrêter une invasion russe de l'Ukraine. Par exemple, les lignes de communication restent ouvertes entre les États-Unis et la Russie. Il y a eu par exemple hier cet appel des ministres de la Défense. Et demain, bien sûr, cet appel téléphonique prévu entre les présidents Macron et Poutine. Mais rien n'a vraiment bougé sur le front diplomatique depuis une semaine durant laquelle les troupes russes se sont rapprochées de plus en plus des frontières ukrainiennes, prêtes à une incursion à tout moment, selon les dirigeants de l'OTAN. Alors une dernière chance peut-être, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé aujourd'hui Poutine à le rencontrer, mais il n'y a pas encore eu de réponse du Kremlin pour l'instant. Il y a clairement eu une escalade sur le terrain dans le Donbass, 2 jours de bombardement déjà, plus qu'il y en a eu depuis des années, plus mortels aussi. L'armée ukrainienne affirme que 2 de ses soldats ont été tués dans les combats aujourd'hui. Pendant ce temps, les dirigeants séparatistes du sud-est du pays disent vouloir que tous les hommes se mobilisent. Des femmes et des enfants sont évacués vers la Russie à l'est. Alors, les médias d'État russes affirment que 2 obus ont atterri sur le territoire russe aujourd'hui, ce qui est impossible à vérifier. Ce scénario pourrait correspondre à la théorie américaine selon laquelle la Russie pourrait organiser cette fausse attaque comme prétexte pour envahir l'Ukraine. Ici à Kiev, pendant ce temps-là, la vie ne s'est pas arrêtée, la vie continue. On a l'impression ici que ces questions persistantes sur le président russe, Vladimir Poutine, trouveront bientôt une réponse. Que fera-t-il? Quand et pour combien de temps? Il y en a ceux ici qui se préparent à la guerre. Des hommes et des femmes ont rejoint l'armée civile et suivent une formation militaire pour défendre leur vie. Et Philippe Crowther le disait, les incidents se multiplient dans l'est du pays. L'armée ukrainienne dit être la cible de tir de la part des séparatistes pro-russes et réaffirme ne pas être à l'origine des provocations. C'est ce qu'ont constaté sur les lignes de front Michel Scott et Guillaume Aguerre. Regardez leur reportage. Nous sommes tout près des faubourgs de Donetsk. On se rapproche des avant-postes ukrainiens.
Pour plus de sûreté, les véhicules sont positionnés à couvert. Bien nous en prend, les tirs ne tardent pas à commencer. C'est l'artillerie ennemie. Ils ont des canons de 122 mm. Oh, venez, on va se mettre par là. Pendant 2 heures, pas moins de 42 obus vont s'abattre sur ce quartier du village de Marinka. 2 civils viennent se mettre à l'abri. On peut se réfugier ici? Bien sûr que vous pouvez. La femme est choquée. Elle est accompagnée de son fils. Tous deux viennent de voir leur maison frappée de plein fouet par un obus. Ils ont tapé sur le toit. Ça a tout détruit. On est couvert de la poussière des décombres. Ils nous tirent dessus depuis des zones résidentielles. C'est pour ça que nous ne répondons pas. De ce côté-ci, en revanche, les habitations civiles sont visées sans distinction. Depuis jeudi, plusieurs centaines de tirs ont été enregistrés en provenance du Donbass séparatiste pro-russe. Et Valentina a été l'une des premières blessées enregistrées lors de cette reprise des hostilités. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais je sais que je souffre d'un grand stress. Et j'ai très peur. Très peur. Sur une autre position avancée des lignes ukrainiennes, toujours face à Donetsk, on nous l'assure, toutes les provocations sont le fait du camp d'en face. Depuis 36 heures, on sent une intensification des actions de l'ennemi. Ils nous visent plus souvent, plus longtemps et avec des armes plus puissantes. La crainte est donc de voir la situation dégénérer le long de cette ligne de front du Donbass au point de fournir un prétexte aux Russes pour lancer une attaque de grande ampleur. De leur côté, les Ukrainiens veulent montrer, en tout cas, qu'ils n'auront pas été les premiers à tirer. Retour en France sur la scène politique. L'ex-ministre socialiste Marisol Touraine réitère son soutien de 2017 en 2022 à Emmanuel Macron. C'est ce qu'elle annonce dans les colonnes du Parisien. Ce soir, la droite s'est fourvoyée et la gauche s'est évaporée, dit-elle. Le vote utile et responsable, c'est Emmanuel Macron. Dans le Cantal, une enquête a été ouverte après un accident de chasse dramatique cet après-midi. Une jeune randonneuse de 25 ans a été tuée. À l'origine du tir, une chasseuse de 17 ans qui participait à une battue de sangliers organisée par l'association communale de la ville de Cassagnouz. Et toujours en France, les rafales se font toujours sentir sur le pays après le passage de la tempête Eunice. 24 000 foyers sont toujours privés d'électricité en France, dans le Nord. Attention, d'autres coups de vent sont également attendus demain soir dans la Somme, en Seine-Maritime et dans le Nord-Pas-de-Calais. 6 personnes ont été grièvement blessées dans le pays et 16 personnes ont perdu la vie en Europe. Et on termine avec l'exploit de Nantes face au PSG. C'est du football. Le match s'est terminé il y a quelques minutes seulement. Les joueurs d'Antoine Comboiré ont fait tomber les Parisiens 3-1. But de Randal Kolo Muani, Quentin Merlin et Ludovic Blas sur penalty. Une rencontre marquée par de multiples rebondissements. Mais au final, 4 jours après la victoire contre Madrid, c'est une défaite pour Paris. Seulement la 2e de la saison en championnat, Darius. Merci Margot, et on aura noté votre extraordinaire accent en anglais. Comment vous dites, le correspondant à Kiev? Philip Crowther. Crowder, extraordinaire. Et il a la particularité de parler, que je crois, 5 langues, il couramment. fait des duplex en 5 langues couramment. Voilà, ça, c'est une star aux États-Unis. Voilà. C'est mon ancien collègue, donc je lui passe le bonjour. Phénomène du journalisme, phénomène de la diplomatie. Sylvie Berman, Madame l'ambassadeur, vous avez rejoint. Vous avez été ambassadrice à Moscou, donc vous connaissez de très près à la fois la situation en Russie et les rapports avec la France. Et évidemment, c'est l'actualité de cette soirée. Rappelons ces images qui marquent la journée. C'est Vladimir Poutine qui assiste personnellement à des essais d'exercices nucléaires stratégiques qui impliquent des tirs de missiles balistiques, démonstration de force, alors même que la tension est fortement montée ces dernières heures encore entre l'Occident et la Russie, entre l'OTAN et la Russie. On va revenir à ces développements. Le ton qui monte aussi de la part de l'Ukraine. Écoutez, l'Ukraine agite le chiffon rouge devant les yeux des Russes.
en parlant plus précisément de son désir d'adhérer à l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine ne mérite pas d'avoir des réponses claires sur notre avenir dans l'Europe? La même chose s'applique à l'OTAN. Oui, les portes sont ouvertes, paraît-il, dans l'OTAN, mais tout ce que nous avons vu jusque-là, c'est qu'aucun nouveau pays n'est vraiment le bienvenu. Personne n'a l'air de nous vouloir que nous rejoignions l'OTAN. Soyez honnêtes, donnez-nous une réponse, oui ou non, nous pouvons tout entendre, mais donnez-nous une réponse. Pour l'instant, on nous dit les portes ouvertes, mais des questions fermées. Il est temps de choisir. Sylvie Berman, ce que dit là Zelensky pour les Russes, évidemment, ça ressemble à une provocation terrible. Je crois qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle les Russes font cette démonstration de force pour s'assurer que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. En même temps, je crois que le président Zelensky ne se fait pas d'illusions non plus. Vous avez mentionné là les manœuvres en Biélorussie. Je vais revenir sur un événement ancien, pas si ancien que ça. En mars 2018, Vladimir Poutine a fait un discours devant des infographies, des images qui étaient presque la guerre des étoiles et qui étaient l'utilisation de ces armes hypersoniques. Vous étiez encore à Moscou à ce moment-là? J'étais à Moscou à ce moment-là. C'était des armes qu'il disait invincibles. Et à un moment, une de ces armes, une boule de feu, frappait la Floride. Et en fait, tous les Russes me disaient, est-ce que vous avez compris le message? Le message, c'était, on veut le dialogue. Et effectivement, le dialogue, c'était un petit peu... c'est la une façon russe de tendre la main qui est très chaleureuse. Pour les diplomates. Mais il avait dit aussi dans ce discours, vous ne voulez pas nous parler, vous ne voulez pas nous entendre, ben maintenant vous allez nous écouter. Et en fait, on ne les a pas vraiment écoutés. Et je crois que c'est à nouveau ce message-là, avec cette démonstration de force et ces armes hypersoniques en Biélorussie, puisque maintenant, Loukachenko est pieds et mains liés. Alors là, on a, la démonstration, disons, optimiste, qui serait de dire Vladimir Poutine fait monter la pression, mais c'est dans le but de ne pas l'utiliser, de ne pas utiliser la force. Vous pensez ça aussi, Vincent Hugeux? Mais moi, je reste persuadé, c'est peut-être un rationalisme outrancier par les temps qui boitent, mais je reste persuadé qu'effectivement, il maîtrise assez bien les instruments de la menace et de la force pour précisément ne pas avoir ce concept de la dissuasion nucléaire sans armes atomiques. Parce qu'au fond, encore une fois, lui est le mieux placé au monde pour savoir que son armée peut-être aller conquérir Kiev, mais certainement pas tenir l'Ukraine pendant des mois et des années. Donc je ne crois pas que c'est dans son intérêt. Et en plus, n'oublions pas que, on a évoqué tout à l'heure le fait que l'armée ukrainienne était tout sauf une bande de pieds nickelés. Il y aurait aussi un coût humain à payer en cas de conflit prolongé. Et que se passerait-il vis-à-vis de l'opinion russe, des mères et des pères des soldats qui seraient envoyés au front? Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qu'il pourrait maîtriser. Donc je veux croire que c'est effectivement cette forme de rationalité déroutante-là qui opère chez lui. Le profil psychologique de Vladimir Poutine, ce profil de policier de haute police qui est habitué à faire semblant d'être fâché, par exemple, pour mieux, comme vous dites, obtenir quelque chose, il y a quelque chose là. Oui, certainement, mais aussi, il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine, c'est un soviétique, homo soviéticus, et en fait, c'est le recours à la force, c'est les armes qui comptent, et puis ça ne peut pas être l'économie aujourd'hui, même si la Russie n'est pas aussi pauvre qu'on dit, parce qu'elle a quand même 3 ans de réserve d'importation grâce au prix du pétrole. Mais c'est avec cet instrument-là qui est le plus important, et en réalité, Vladimir Poutine a obtenu 2 choses. C'est qu'on lui parle, parce que finalement, il est au centre de l'attention et tout le monde va à Moscou et l'appelle. Et je pense que c'est la démonstration aussi que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Et alors, pardon, juste une chose sur effectivement les conséquences humaines d'une guerre. Il y a eu des sondages très récemment de l'Evada, qui est un centre indépendant, et qui fait apparaître que les Russes sont totalement contre une guerre en Ukraine, sachant que la majorité des fonctionnaires sont d'origine ukrainienne.
pas la majorité, mais une grande partie de l'armée aussi. Et il y a beaucoup de familles qui sont évidemment des deux côtés. Y compris dans l'armée. Et dans ce que disait tout à l'heure Sylvie Varane, il me semble qu'il y a quelque chose d'important, et peut-être que je me trompe, mais il y a aussi l'idée que la Russie se sent évidemment en quelque sorte sanctionnée et humiliée depuis des années. Certains journalistes l'expliquent depuis des années en étant et en voyageant au cœur de la Russie, en disant que c'est quelque chose qui est partagé au sein même de la population. Et quand on voit certains secrétaires d'État américains, comme dans un journal comme Le Monde, qui promettent déjà certaines sanctions économiques dures, quand on voit également les mots d'Ursula von der Leyen assez durs contre la Russie dans l'après-midi, est-ce que ce n'est pas une démonstration de absolument tout ce qu'il faut éviter si on veut continuer à avoir, on va dire, un dialogue serein avec la Russie sans avoir ces menaces de guerre permanentes? Est-ce qu'on a humilié les Russes? On se rappelle par exemple Obama qui disait mais la Russie c'est plus rien maintenant, l'avenir c'est le Pacifique, le PIB de la Russie, c'est, vous disiez l'Espagne, d'autres disent c'est l'Italie. Est-ce que c'était des erreurs ça? Je pense que c'était des erreurs, et d'ailleurs les Chinois qui l'ont fait à un moment ne le font plus aujourd'hui. Ils reconnaissent que c'est une grande puissance, et ça, je crois que c'est important. Quand vous lisez La fin de l'homme rouge d'Alexeïevitch, qui a eu le prix Nobel, tous les gens qu'elle interroge disaient « nous étions un grand pays ». Donc il y a cette frustration et le sentiment d'avoir été humilié. Et à l'époque, moi j'étais au Conseil de sécurité, et effectivement on ne tenait pas compte du tout de la position des Russes. Et ce que Sergueï Lavrov rappelle en permanence, c'est l'incident du Kosovo, puisque c'est une opération qui était illégale et que nous avons néanmoins fait contre l'avis des Russes. Donc on nie aujourd'hui les avoir humiliés, mais après tout, c'est un peu à l'humilié de savoir ce qu'il a ressenti. Parlons maintenant de ce bras de fer diplomatique. Là, ces dernières heures encore, Margot, les Occidentaux notamment précisent leur position. Oui, bien sûr, l'Ukraine était au cœur des discussions à la conférence de Munich aujourd'hui. Un communiqué commun des membres du G7 qui inclut donc les États-Unis et la France a été publié ce soir. Regardez ce qu'ils énoncent. Bien que nous soyons prêts à explorer des solutions diplomatiques, la Russie ne devrait avoir aucun doute sur le fait que toute nouvelle agression militaire contre l'Ukraine aura des conséquences massives, y compris des sanctions financières et économiques sur un large éventail de cibles sectorielles et individuelles. On ne parle donc à aucun moment de guerre terrestre pour le moment. Après les déclarations de Joe Biden hier, Kamala Harris s'est également exprimée sur le sujet et a réitéré la promesse de sanctions si la Russie dépasse les limites. Écoutez. La Russie continue d'affirmer qu'elle est prête pour des pourparlers, quand en même temps, elle rétrécit les voies de la diplomatie. Ces actions ne correspondent tout simplement pas avec ses paroles. Et permettez-moi d'être clair. Je peux dire avec une certitude absolue, si la Russie envahit davantage l'Ukraine, les États-Unis, avec nos alliés et partenaires, imposeront des coûts économiques importants et sans précédent. Kamala Harris a d'ailleurs rencontré le président ukrainien cet après-midi. Même chose pour Emmanuel Macron qui s'est entretenu aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky. Et demain, il devra donc s'entretenir avec Vladimir Poutine. Darius. Traduisons les arrière-pensées des Occidentaux quand ils diront conséquences massives, mais ils disent rien de militaire en réalité. Ils disent économique. Personne n'a très envie d'aller mourir pour le Donbass, c'est ça ? Absolument, et ça je crois que Poutine le comprend très bien. Les menaces économiques, effectivement, elles peuvent porter atteinte à l'économie du pays, mais en même temps, il y a déjà 1000 sanctions américaines et ils ont pris l'habitude de vivre sous sanctions et ils se sont rapprochés considérablement de la Chine à tout point de vue. Et d'ailleurs, le dernier contrat sur le gaz, qui est très important, a été conclu en euros et non pas en dollars. Donc, effectivement, ça risque de faire plus mal aux Européens d'ailleurs qu'aux Russes, même si ça touchera l'économie russe. L'effet d'entraînement, le cercle vicieux, il y a y compris des proches de Poutine qui ne peuvent pas voyager normalement, qui ne peuvent pas utiliser leur carte de crédit. Pour eux, évidemment, c'est des humiliations assez fortes. Mais c'est déjà le cas pour beaucoup. Beaucoup de Russes, d'oligarques ne peuvent plus venir en Europe ou aux États-Unis. Alors voilà pour les Occidentaux. Du côté de Poutine, quel est le jeu ?
Alors la Russie s'oppose bien entendu depuis longtemps à ce que l'Ukraine se rapproche des institutions européennes, tant de l'OTAN que de l'UE. Sauf que voilà, l'Ukraine émet un souhait, celui de rentrer dans l'OTAN, et demande d'ailleurs un calendrier clair sur le sujet. Alors provocation ou non, on le verra. En réalité, la Russie souhaite que l'OTAN revienne à ses frontières d'avant 1997, qui ne comprenaient pas certains pays de l'Est comme la Pologne par exemple, mais les 30 États membres de l'organisation sont catégoriques. Cela n'arrivera pas. Autre sujet extrêmement important de ce conflit, c'est la Crimée et le Donbass. Lorsque les Ukrainiens ont déposé leur président pro-russe début 2014, la Russie a annexé la péninsule de Crimée au sud du pays, comme on le voit sur cette carte, par un référendum non reconnu par la communauté internationale. Des séparatistes pro-russes proclament ensuite la République populaire de Donetsk. 2 référendums se tiennent à Donetsk et à Lugansk, où le oui à l'indépendance l'emporte massivement. Mais même son cloche, la communauté internationale ne reconnaît pas ce référendum, et l'Ukraine non plus. La guerre du Donbass, non de toute la région à l'est de l'Ukraine, commence alors. Cela fait désormais plus de 8 ans que la Russie souffle le chaud et le froid à la frontière ukrainienne pour faire entendre ses revendications. Et le processus des négociations autour du protocole de Minsk revient constamment. Depuis, les pays du G7 et de l'OTAN demandent à la Russie son retrait de la Crimée et de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Mais là encore, la communauté internationale est loin d'être convaincue, Darius. Merci Margot. Arnaud Stéphane. Oui, depuis tout à l'heure, on parle d'un conflit, et dans notre imaginaire, le conflit, c'est des tanks, des fusées, des bombardements, etc. etc. Vous avez un autre moyen de faire la guerre, et technologiquement, les Russes sont capables de le faire. Ils ont compris aussi toute la modernité qu'imposait aussi le fait qu'il y ait des télévisions partout, etc. Si vous coupez l'électricité, les communications, l'impossibilité à des aéroports de fonctionner pendant des mois et des mois, en leur éclatant leur système électronique, en faisant qu'il n'y ait plus de téléphone portable, plus rien, vous renvoyez l'Ukraine au 19e siècle, ça va avoir des conséquences dramatiques pour la population, et surtout, vous mettez un pays complètement en dehors des clous, c'est-à-dire il n'y a plus d'activité économique, il n'y a plus d'activité de quoi que ce soit. C'est aussi ça, la capacité à peser sur un pays. Il n'y a pas forcément, encore une fois, besoin de faire entrer une division blindée sur le territoire ukrainien. Vous pouvez faire autrement. Et encore une fois, il ne faut pas se tromper, ce qui concerne Lugansk et Donetsk, c'est pas là où sont les troupes russes. Voilà. Il y a c'est d'autres unités, c'est d'autres conflits. On est plutôt dans des conflits peut-être encore plus violents parce que des unités non conventionnelles, des milices, des groupes politiques plus extrêmes les uns que les autres, qui sont susceptibles de faire des choses limite. Il y a aussi un autre moyen, et notamment pour mettre la pression, vous en parliez tout à l'heure rapidement, mais tout ce qui est de l'ordre des réseaux sociaux. Nous, on a vu une commission, la commission Bronner, sur les questions d'ingérence étrangère, de vidéos. Il y a eu des analyses de Conspiracy Watch avec des vidéos antidatées pour mettre cette pression, ce dont vous parliez tout à l'heure, exactement, cette pression en fait sur l'Occident pour montrer vraiment les gros bras. Et je pense que ça fait partie de cette autre forme, de cette guerre 2.0, mais là c'est très très puissant. Est-ce qu'il y a ce soir un conflit qui est aussi idéologique? Vous l'avez vu sur beaucoup de questions d'adhésion à l'Union européenne, mais aussi de mœurs, de défense des valeurs occidentales. Les Russes disent c'est nous qui incarnons ça bien davantage que les Européens. Les Européens disent c'est une dictature dangereuse. Ils parlent de Navalny, ils parlent des violations des droits de l'homme. Est-ce que tout cet univers-là pèse? Oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit véritablement le sujet. Effectivement, on est dans 2 mondes différents. Les Russes considèrent que nos valeurs sont complètement dévoyées. Décadentes. Décadentes, exactement, c'est le terme. Nous, on est sur la défense de la démocratie. On ne changera pas le régime russe et ils ne vont pas nous changer non plus. Donc je crois qu'il faut recourir à la realpolitik et avoir une forme de modus vivendi, de coexistence pacifique, en évitant les ingérences russes, les ingérences cyber que vous avez évoquées, qui ne touchent pas seulement l'Ukraine, et en défendant nos intérêts. Je pense que c'est ça plutôt que l'idéologie qui importe. Hypothèse pessimiste, on entend certains diplomates chevronnés y compris qui disent attention, chez Vladimir Poutine, il peut y avoir, il a été relativement prudent sur d'autres théâtres, mais il peut y avoir la tentation de la vraie force, de l'offensive, beaucoup plus massive, vous y croyez ?
Encore une fois, moi je suis très circonspect là-dessus parce que je pense qu'il est l'homme le mieux placé au monde pour mesurer à la fois la puissance de son armée et ses limites. Et l'élément qu'on évoquait tout à l'heure, même si on peut considérer que l'opinion publique ne pèse pas autant que dans notre démocratie décadente, il ne peut pas non plus être totalement sourd à l'aversion qu'une partie significative de l'opinion, tout en vivant intensément la fraternité russe, éprouve par rapport à cette hypothèse d'une guerre totale. Donc voilà, je campe plutôt sur cette ligne-là. Non, mais là aussi où c'est très juste, et on parlait tout à l'heure en fait du poids parfois de la Russie dans les campagnes françaises, c'est très amusant quand même de voir, notamment de la part de certains extrêmes, que ce soit d'ailleurs à gauche ou à droite, certaines choses qui en France seraient évidemment sursautées. Quand il y a quelques mois, il me semble en décembre, une ONG plus que connue mondialement pour la reconnaissance des crimes staliniens, l'ONG je crois Mémorial, se fait expulser du pays par une décision de la Cour suprême, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et aujourd'hui, quand des responsables politiques en France voient en quelque sorte la Russie uniquement par le prisme du patriotisme de Vladimir Poutine, évidemment que ça pose un problème. Et on l'a évoqué très rapidement hier soir avec une invitée, mais ça pose aussi un problème du côté de l'extrême gauche qui ne veut pas voir certains crimes qui se passent notamment en Chine. Donc évidemment qu'il y a cette dimension à prendre en compte, c'est une évidence totale. Écoutez Vladimir Poutine, c'était lors de la rencontre avec Emmanuel Macron, et c'est très frappant de voir comment, dans ses mots, il exprime presque une sorte de rage, de sentiment, d'encerclement, d'avoir été trompé par les Occidentaux. Et il fait allusion notamment, vous en parliez, au bombardement à l'époque qui avait lieu contre Belgrade, les alliés, les frères slaves. Écoutez-le. On essaie de calmer la Russie en soulignant que l'OTAN serait soi-disant une alliance axée uniquement sur la défense. À quel point cela correspond-il à la réalité? Beaucoup de citoyens de nombreux pays ont pu en faire les frais, par exemple la Libye, l'Irak ou l'Afghanistan. Ou par exemple, si nous pensons à l'opération qui a subi la ville de Belgrade, et opération qui n'a pas été sanctionnée par le Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est le genre d'opération qu'on ne peut pas qualifier de pacifique. J'étais sur la ligne. L'énumération de Vladimir Poutine est très frappante. Il dit les Occidentaux se sont mal comportés pour Belgrade, mais aussi ici. La Libye, l'Irak. Oui, mais il évoque la Libye. Et je trouve que c'est un argument assez acrobatique et à double tranchant. Parce que quand les Russes et les Chinois nous expliquent qu'ils se sont fait forcer la main, que les Britanniques, les Français et les Américains ont dévoyé le droit international, etc., soit, mais à une nuance près. Faut-il que leur diplomatie soit incompétente pour ne pas avoir mesuré justement la duplicité de l'Occident? Donc je trouve que cet argument... Les Français, pardon, mais moi je suis suisse, je suis tout à fait neutre. Hein, et je vous observe. Il me semble qu'en Libye, vous êtes intervenu de manière assez offensive, non? C'était quoi vos Rafales? C'était quel type d'avion qui est intervenu? À l'époque, j'étais directrice des Nations Unies, organisation internationale au Quai d'Orsay. Et je pensais qu'on allait faire une opération qui était une opération de contrôle aérien pour de zones de non-exclusion, de zones d'exclusion aérienne, pour éviter des massacres. Mais on est allé plus loin et on a fait ce que les Chinois et les Russes détestent, qui est du changement de régime. Et c'est là qu'ils nous ont dit plus jamais. Parce qu'ils avaient laissé faire, mais ils considèrent qu'on n'a pas respecté la résolution de l'OTAN. Alors rappelez les circonstances, parce que ce n'est pas présent à toutes les têtes, donc c'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Oui, parce qu'en réalité, Kadhafi menaçait d'un bain de sang, d'ailleurs, de massacrer la population. On a décidé d'intervenir, de créer cette zone d'exclusion aérienne pour protéger les populations. Et en fait, on est allé bien au-delà, puisqu'on a poursuivi Kadhafi, que Kadhafi a été assassiné dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas, non pas que ce ne soit pas un dictateur, ce qui a créé d'ailleurs la déstabilisation dans le Sahel ensuite. Vous avez mentionné, pardon Sylvie, le mot « changer de régime ». Est-ce que c'est le but des Occidentaux de faire tomber Poutine, en réalité? Ça, je pense que c'est une question un peu trop complexe et je ne suis même pas persuadé que ce soit dans leur intérêt. Maintenant, quand on entend ce reproche de Vladimir Poutine, c'est aussi ce qui pose un problème de façon générale. On ne peut pas passer notre temps à vouloir faire les gendarmes du monde un peu du pauvre et en se salissant les mains quand même en permanence. On a évoqué la Libye, on a également évidemment la Syrie, on a vu ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui au Mali avec certainement les conséquences que ça va avoir. On a eu l'Afghanistan d'une certaine façon et même en quelque sorte à côté, on continue quand même à vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, quand on parle de main propre, c'est un des premiers à aller serrer la main de ce formidable
dirigeant qui avait Mohamed Ben assassiné, Salman. exactement, qui avait assassiné le journaliste Khashoggi, alors qu'aujourd'hui on en a toutes les preuves. C'est le premier dirigeant occidental à le faire. Il faut quand même le rappeler. Et on a appris encore il y a quelques mois que l'Égypte détournait nos renseignements antiterroristes pour aller faire quelques frappes sur des civils. Donc je dis pas que, et je vais pas faire l'espèce de discours un peu béni oui de on est innocent, on est les droits de l'homme, donc évidemment on apporte la démocratie partout dans le monde et ça fait plaisir à tout le monde. Je dis pas du tout ça. Je dis juste que quand on utilise ce genre d'argument contre Vladimir Poutine, à qui on a évidemment des choses à reprocher, quand on voit un tout petit peu nos antécédents et encore aujourd'hui la manière dont on agit sur certains territoires, je trouve ça un peu délicat de se placer en père-la-morale. Arnaud Stéphane. La France, pendant longtemps, de l'époque en tout cas gaulienne, et jusqu'à peut-être Jacques Chirac, avait une position relativement équilibrée, en faisant attention de ne pas casser les grands équilibres. En tout cas, on ne participe pas à la guerre en Irak, ce qui a laissé des traces avec nos amis américains. On se rappelle des Freedom Fries à la place des French Fries, etc., etc. Mais les Russes sont tous sauf des idiots, et ils observent le monde politique et le monde économique et le monde médiatique. Ce sont des outils qu'ils ont utilisés pendant très longtemps qui se retournent contre eux. Ils savent très bien aussi qu'il y a un certain nombre d'élites françaises qui font partie des Young Leaders. Ils savent très bien qu'il y a des groupes d'influence néoconservateurs, etc. Et c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est cassé entre la Russie et cette intelligentsia occidentale. Pendant très longtemps, quand ils étaient soviétiques, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment très 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 méchants, ils avaient l'intelligentsia avec eux à qui ça ne posait aucun problème. Hein. C'était globalement positif, hein, il faut se souvenir quand même. Et puis aujourd'hui, qui sont un peu moins méchants, ils se retrouvent avec une intelligentsia qui est complètement à rebours et qui même va très très loin dans la critique de la Russie. Les Russes, il faut avoir discuté avec les gens à l'ambassade de Russie à l'époque de M. Lavrov, puisqu'il était un francophile et un francophone, il habite à Paris, je crois d'ailleurs, pour montrer qu'ils avaient, même eux qui sont assez fins, avaient une incompréhension sur la violence qu'ils ressentaient par rapport à... Avec une forme même parfois jusqu'à la paranoïa. Les Russes sont absolument certains en général que ça a été un complot qui fait que M. François Fillon est tombé à cause d'affaires, que tout ça a été organisé parce que François Fillon était trop pro-russe aux yeux d'un certain nombre de cercles d'influence. Cela dit, il n'a pas vraiment démontré le contraire plus tard. Cette paranoïa russe, est-ce qu'elle est aussi dangereuse? Alors, elle a ses bonnes raisons, comme souvent d'ailleurs les paranoïas, il y a une bonne et une vraie même les paranoïaques ont des ennemis. Oui, c'est ça, très bonne formule. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'à force, on risque de voir tout ça déraper? Alors, les paranoïas sont toujours dangereuses, ils ne sont pas les seuls à l'être. Je pense qu'il y a une part de paranoïa des Américains vis-à-vis de la Chine aujourd'hui, et sans doute aussi vis-à-vis de la Russie. L'autre problème, c'est l'information que reçoit Poutine, qui est celle de ceux qu'on appelle les siloviki, les hommes de force, et donc les hommes des services. Et ce n'est pas en regardant votre émission ou en lisant la presse occidentale qu'il s'informe. Donc il a une source unique d'informations, ce qui est un peu un problématique. Chacun a son narratif, et son narratif à lui, c'est on a toujours été encerclé par l'Occident. On l'a été à l'époque tsariste, on l'a été la forteresse assiégée, on l'a été à l'époque de l'Union soviétique. Et il y a des pages de Dostoïevski dans son journal où il dit ça, où il dit les Européens crient toujours à l'esprit conquérant des Russes, alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils veulent mieux nous dominer. Oui, c'est vieux comme on parlait tout à l'heure de Pierre le Grand. C'est vieux comme les guerres napoléoniennes, c'est vieux comme la trahison des Anglais qui filent les systèmes de navigation et de communication aux Japonais pendant la guerre de 1905, où la Russie va perdre toute son armée et son honneur. Ils sont humiliés comme jamais en 1905, ce qui peut expliquer d'ailleurs la chute de la famille Romanov. Je veux dire, on les a multipliés. Les messages ont été très compliqués vis-à-vis des Russes quand même. Écoutez, notre monde national. Oui, écoutez, Hélène Carrère-Dancos, c'est une des meilleures historiennes de la Russie et des relations entre la France et la Russie. Et elle dit oui, on a trop longtemps humilié bêtement la Russie et on en paie le prix aujourd'hui. Cet immense empire qui s'écroule, au lieu de comprendre qu'il fallait, je dirais, le traiter avec un certain respect, parce qu'il existait encore, il reste, même après l'écroulement, un immense territoire, 150 millions d'habitants, la culture reste la même et tout ça reste la même. On s'est appliqué à l'ignorer et, je dirais, les États-Unis se sont appliqués à l'humilier. Vous dites que nous poursuivons l'erreur de 91, c'est-à-dire notamment le fait que les Russes
Soviétiques ont défait d'eux-mêmes le pacte de Varsovie, Absolument. alors que l'OTAN a continué. L'OTAN a continué, et pour les Russes, il ne faut pas oublier que la grande idée des Soviétiques à la fin du régime soviétique, c'est la dissolution simultanée des deux alliances opposées. Voilà, le regard historique d'Hélène Carrère-Dancos sur la durée avec l'Occident qui a fait l'erreur d'humilier après la chute de l'Union soviétique. Oui, alors à une toute petite nuance près, c'est qu'il y a aussi une instrumentalisation de l'humiliation. Il y a une manière de créer une narration sur la dignité outragée, sur la souveraineté piétinée, qui est un autre instrument de l'arsenal politique. Donc, voyons, je crois qu'il faut être équanime là-dedans. C'est ressenti sincèrement pour toutes les raisons qu'on évoquait, littéraires, historiques, culturelles, etc. Mais c'est aussi un outil dans la boîte de M. Poutine. C'est-à-dire que ce qu'évoque cette fameuse génération offensée, ça vaut aussi pour les États. C'est-à-dire que là, on le voit très bien. Et lorsque vous parliez au niveau de la situation internationale, je pense qu'il faut, dans une diplomatie, continuer de dialoguer. Aujourd'hui, l'instrumentalisation, notamment en Afrique, avec un espèce de soft power qui nous vient des États-Unis sur les décoloniaux, alors même que la colonisation actuelle, c'est vraiment de la colonisation de l'islam politique, notamment dans l'Afrique de l'Ouest. Il faut être extrêmement vigilant sur les questions des souffrances du passé dans le réel aujourd'hui. Rachel Kahn, vous qui avez un regard très républicain, vous avez écrit sur ces sujets, on entend un certain nombre de voix dans votre camp qui disent oui, il faut faire, le but, c'est pas seulement d'avoir des relations avec la Russie, c'est de faire changer ce régime, de faire tomber à terme le régime russe, de faire tomber à terme le régime biélorusse qui viole les droits de l'homme de manière massive. Est-ce que c'est votre point de vue? Non, c'est pas. Enfin, mon point de vue, c'est de continuer le dialogue, mais mon point de vue, c'est surtout de faire changer l'Europe, c'est-à-dire en fait de créer. C'est vraiment un fantasme, mais cette Europe politique. Là, peut-être qu'on a ce chaos. Je sais bien que vous me regardez comme si je fantasmais complètement, mais en réalité, pour entamer un dialogue Europe-Russie, je pense que c'est nécessaire. Et ça n'a jamais marché. On se rappelle Mitterrand qui disait la grande maison de l'Atlantique à l'Oural, etc. Oui. Tous ces rêves où, en réalité, on revient toujours à l'affrontement Est-Ouest dur. Mais ça n'a pas marché parce qu'au moment de l'élargissement, les pays qui ont souffert d'une forme de colonisation soviétique détestent la Russie, la Pologne, les pays baltes, et ils ne veulent aucun type de relation. Ce n'est même pas être ferme vis-à-vis de la Russie, ce qui est compréhensible, c'est on ne veut pas de relation avec c'est sûr, les soviétiques, la Russie. pour l'ensemble de leur œuvre, n'ont pas vraiment facilité non plus. Donc tout le monde est blessé finalement, tout le monde est blessé par le Polonais, passé. Les Polonais et les Baltes, oui, au sens propre du terme. Même. Oui, mais ça ne justifie pas l'absence de relation. Ça signifie une position effectivement très ferme, peut-être plus ferme que d'autres, mais pas le refus même du dialogue. Quand Angela Merkel et Emmanuel Macron ont proposé que le Conseil européen rencontre Vladimir Poutine, ces pays ont dit non, pas question. Et quelques mois après, c'est Biden qui rencontre Poutine et qui parle de l'Europe. Ce soir, c'était donc le téléphone entre Emmanuel Macron et Zelensky, le président ukrainien. On a quelques éléments. Oui, regardez ce que dit l'Élysée, Darius. Derniers efforts pour faire face à un conflit majeur et l'éviter. Et également, Emmanuel Macron a dit au président ukrainien que l'action militaire équivaut à une guerre au cœur de l'Europe, Darius. Avec donc demain le téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Oui. Si vous étiez là, à côté des téléphones, on a l'impression que. Oui, là, allô, Vladimir. Allez, vous êtes à la cellule diplomatique de l'Élysée. Qu'est-ce que vous dites à votre président, Sylvie Berman? Courage. Non, mais simplement que mais c'est ce qu'il dira très probablement. C'est-à-dire que cette guerre n'est pas dans l'intérêt de la Russie et que très clairement, on soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je crois que c'est très clair. En même temps, il a évoqué, alors peut-être pas la question de finlandisation, peut-être une certaine forme de neutralité. Et de neutralité choisie. On a parlé de la Finlande, mais on pourrait parler de l'Autriche aussi. Oui, bien sûr. Donc, je pense, et puis de cet agenda de paix et de sécurité et de confiance, comme il l'avait formulé à Brégançon. Tout à l'heure, Margot rappelait ce que dit le président de la République, à savoir la paix en Europe. C'est amusant de voir comme, en réalité, c'est un enjeu qui devient aujourd'hui compliqué de préserver. Quand, il y a quelques mois, il y avait cette polémique que certains ont jugé ridicule de drapeau français, drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, l'argument premier qui sortait, c'était oui, mais
mais vous ne vous rendez pas compte. Ce que représente ce drapeau, c'est la paix en Europe. Aujourd'hui, on voit à quel point c'est menacé, ça c'est la première chose. Et quand on parle, parce que Emmanuel Macron aujourd'hui est un peu le président de l'Europe, en fonction des jours, il y va en tant que président français, le lendemain en tant que président de l'Europe, mais c'est amusant de voir à quel point tous les enjeux ou tout ce sur quoi on bloque depuis des années à un niveau européen n'est toujours pas finalement actualisé ou aux normes aujourd'hui pour préparer un conflit, que ce soit la question migratoire, que ce soit la question de l'accueil des migrants, que ce soit une éventuelle armée européenne. Et vous l'avez très bien rappelé, Sylvia Berman, c'est-à-dire que même d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue, on va dire, de convergence idéologique, on est loin d'être au rendez-vous. L'effet sur la campagne électorale, est-ce que Emmanuel Macron peut et doit maintenant reculer sa candidature? Est-ce qu'on peut imaginer, on entendait Anne Gentet tout à l'heure, député de La République En Marche, qui disait non, il ne peut pas à 11h parler avec Vladimir Poutine et puis à 11h30 aller à une réunion publique de la République En Marche. Quel est votre avis? Poutine à Poutou, je crois. Ça avait été ça la formule, je crois. Voilà, Poutine et Poutou dans la même heure, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Non, enfin, au bout d'un moment, il y a des institutions, il y a des règles. De toute façon, ça sera avant le 4 mars. Voilà. Donc ça nous laisse pas beaucoup de temps. On se rappellera que le mois de février n'a que 28 jours cette année. Il n'y aura pas de numéro de la bougie du sapeur. Donc c'est 28 jours. Et donc c'est le journal qui sort le 29. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc le cadre, c'est demain. Donc le président de la République a intérêt à se trouver quand même une fenêtre de tir, sans mauvais jeu de mots, pour annoncer sa candidature. Maxime Yeddo. Tout est prêt d'ailleurs avec la campagne. Oui, tout est prêt. Les tracts, le programme, on en est à dire maintenant que le programme est même pas connu du président de la République parce qu'il a la tête dans le guidon. Mais je pense que dans tous les cas, c'est quelque chose, il ne peut pas passer à côté. Soit ça lui rapporte des bons points parce qu'il aura réussi à s'imposer un peu comme le premier dirigeant européen à s'être rendu en Russie. Et d'un côté, si vous voulez, il n'a pas le choix, à moins qu'il décide de ne pas se représenter. Et là, ça sera vraiment un coup de théâtre. Maintenant, c'était la phrase de Giscard d'Estaing qui disait voilà, je ne serai pas un président candidat, je serai un citoyen candidat. Là, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas le choix que d'être un président candidat, évidemment. Parenthèse, Margot, quand on regarde ce calendrier, c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois, il y a eu toutes les hypothèses du monde, mais si on met cela avec la crise ukrainienne en plus, c'est compliqué. Et oui, avec une conférence de presse sur le Mali hier, 24 février, le dîner du CRIF, 23 et 25 février, des déplacements de prévus dont on ne connaît pas encore la destination, mais qui vont bientôt apparaître sur le calendrier de l'Élysée. On pense peut-être à des déplacements de campagne. Et le 26 février, le salon de l'agriculture, donc un agenda assez chargé, Darius. C'est la vieille hypothèse des opportunités qui sont des risques en même temps. Est-ce que c'est un peu de la tambouille, mais est-ce que pour Emmanuel Macron, ça peut être une chance d'être aux affaires quand il y a une crise comme ça où c'est aussi valorisant d'être... Les Russes lui ont envoyé la réponse, non? Là aussi, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que le message à peine subliminal, c'est quand même, pendant que vous faites la danse des 7 voiles pour arracher une signature à un conseil départemental, moi, je discute avec Poutine et je m'occupe du Sahel. Bon. Mais le problème, c'est qu'il faut, et on l'a dit, les échéances arrivent très vite, il faut se délester de ces deux fardeaux-là qui pourraient nuire à sa stature d'homme d'État, si ça tourne mal, avant une entrée active en campagne. Donc voilà, il ne faut pas se louper. Votre avis là-dessus, Sylvie Berman? Moi, je trouve qu'il est complètement dans son rôle en agissant à Moscou, à Kiev, et je ne peux pas me prononcer sur la politique intérieure. Sylvie Berman, merci. Vous allez être remplacée par quelqu'un qui, elle, veut bien se prononcer sur la politique intérieure. C'est Madame Diop, la représentante de la campagne d'Anne Hidalgo, puisqu'on va parler aussi de ces grands mouvements. Merci Madame Diop de nous rejoindre et merci Sylvie Berman d'avoir été avec nous en direct, puisqu'il y a des mouvements, notamment entre la gauche et Emmanuel Macron. On va en reparler dans un instant. Voilà, merci Madame Diop beaucoup de nous avoir rejoints et Françoise Degois qui nous a rejoints également. Ce soir donc, des mouvements du côté de Marisol Touraine. Et oui, Marisol Touraine qui rejoint pas la campagne, mais qui en tous les cas réitère son soutien à Emmanuel Macron. C'est dans le Parisien. Donc elle avait déjà soutenu Emmanuel Macron en 2017. Elle le soutient à nouveau en 2022. Et on le voit également sur cette une du Parisien de demain. Macron, les derniers préparatifs de la candidature, Darius. Voilà, arraché à votre camp, c'est une perte pour la gauche ? C'est pas une perte pour la gauche puisqu'elle réitère son soutien à Emmanuel Macron. Elle est déjà partie depuis 2017. Donc en fait, ce qui est le plus important dans cette information, c'est que c'est une ancienne socialiste. Elle ne l'est plus depuis 2017 en fait. C'est un non-événement. En termes symboliques, on voit bien que c'est comme ça que c'est organisé dans tous les camps. Non mais quelle symbolique. En fait,
c'est comme si vous étiez dans une rupture et que votre ex vous dit en fait, je te quitte encore une fois. Sauf que ça fait 5 ans. Très bonne image. Ça fait 5 ans, donc en fait... Ça mérite de la clarté. Ça mérite de la clarté. C'est terminé, c'est réglé. Il y a un côté un peu fusée de détresse chez Marisol Touraine. Hein. Bah, oui. Si vous aviez raté mon premier départ... Voilà. Bah, chez Barthelon. Vous savez, c'est comme les ex qui, pareil, voilà, ils vous quittent, mais ils aiment vous rappeler qu'ils ont été avec vous. Mais ça y est, c'est fini. Alors, on a tourné la page, c'est réglé. Il y a les comparaisons sentimentales, il y a toutes les comparaisons un peu bibliques sur le plat de lentilles. On l'a utilisé avec Éric Woerth. Est-ce que ces gens vont à la soupe pour avoir un ministère, un secrétariat d'État? Pourquoi vous posez la question, Marie? Moi, j'adore. Vous êtes extraordinaire, qui fait faire l'ange, fait la bête. Non, mais vraiment, honnêtement, non, mais bien sûr que je vois pas Claude Barthelone qui a complètement disparu des radars. Notre ami Claude Barthelone, hop, d'un seul coup, laisse penser qu'il pourrait rejoindre Emmanuel. Je le redis, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il n'y a plus grand-chose, plus beaucoup de grains à moudre, à gauche comme à droite, pour Emmanuel Macron. Les troupes qui sont prises, elles sont déjà prises. Et puis après, évidemment, vous savez, il y a des gens, je ne citerai pas des noms, je ne serai pas désagréable, ils sont hollandais sous Hollande, royalistes sous Royal, valsistes sous Valls, Macron sous Macron, et puis après, ils seront, je ne sais pas... C'est Maurice sous Zemmour. Ah non, ça m'est même pas venu à l'esprit. Peut-être ça vous vient. Maxime Yeddo. Non, mais après, quand on pose la fameuse question, est-ce que en réalité c'est ça qui va motiver les lecteurs de gauche ou la personne qui se sent profondément de gauche, en réalité, il attendait le départ de Marisol Touraine ou la fausse annonce de Marisol Touraine. Non, mais je suis pas méchant. C'est assez factuel. C'est comme Ségolène Royal. Je connais sincèrement pas beaucoup même si c'est symbolique, sincèrement, de personnes en France qui ont attendu d'être guidées par Ségolène Royal, parce que je pense sincèrement que beaucoup de gens de gauche dans ce pays ou qui votaient à gauche, on l'a tous vu, on l'a répété, ça me semble très important pour comprendre ce qui va se passer en 2022, soit pour les quelques privilégiés en quelque sorte, on rejoint Emmanuel Macron, soit se dirigent actuellement quand même massivement vers l'abstention, soit sont chez Marine Le Pen par un certain confort, parce que c'est la seule qui fait du social de A à Z, et notamment depuis 2-3 ans. Donc si on ne veut pas comprendre que la situation économique, notamment du pays aujourd'hui, et le bilan d'Emmanuel Macron, qui est économiquement... que je trouve, pardonnez-moi, économiquement pas formidable, ça ne va pas. Non, mais quand on... Non, mais un électeur de gauche, quand il entend parler du chômage, qui voit qu'on en a radié énormément, que le halo du chômage, on peut y ajouter 2 millions, et que les quelques emplois qui sont passés sous les radars, ce sont des emplois précaires. Les meilleurs chiffres du chômage depuis 15 ans. Oh non, vous avez... Moi, c'est dingue, parce qu'à chaque fois, là, on a quand même des études. On a eu quand même des études. Ici, il y a eu les indispensables, avec un travail qui est fouillé. On a les chiffres et on m'a dit sur le plateau qu'il fallait que je me déniaise et que je ne crois pas les chiffres. Pas dit ça. Moi, je ne me permets pas de te dire ce genre de bêtises. Non, je sais. Sauf que déniaiser, ça veut dire un truc sexuel. Soyons honnêtes, là. Oui ou non, Rachel Kahn, soyons honnêtes. De votre point de vue, est-ce que c'est oui ou non les meilleurs chiffres depuis 15 ans? Ce sont les meilleurs chiffres depuis 15 ans, mais après, il faut les analyser d'un point de vue... Les trois organismes sont unanimes pour rappeler les faits. Non, mais est-ce qu'on peut analyser? Alors après, il faut les analyser. Oui, le chômage de longue durée n'a pas évolué, mais dans les faits, l'INSEE, l'OFCE et également le Trésor ont dit que la DARES rappelle qu'en 2019, il y a eu 176 000, c'est pas un organisme, voilà, il n'y a pas marqué extrême gauche sur la DARES. Il y a eu 176 000 radiations en 2019, il y en a quasiment autant en 2020-2021, donc on peut faire baisser en radiant. Je rappelle que la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés. Je rappelle également que sur les 106 000, soyons précis avec les chiffres, sur les 106 000 emplois créés, 2 tiers sont en intérim avec des contrats portant sur 1 heure. Et la deuxième chose, le deuxième point, des contrats aidés qui s'arrêtent comme par magie au mois de juin. Donc, excusez-moi, j'adore les chiffres du chômage. Je veux bien me réjouir de la précarité galopante dans ce pays, mais je ne peux pas en être. Mais dans ces cas-là, c'est aussi le même débat sur le pouvoir d'achat, sur tous les indices économiques, sur les inégalités. Non, Margot, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que c'est un choix. On décide, ça veut dire qu'on décide d'abandonner le CDI, ça veut dire que nous partons dans l'intérim, ça veut dire que nous partons dans un monde anglo-saxon où on peut se réjouir, effectivement. Le gouvernement britannique se réjouit toujours d'avoir 2 ou 3% de chômeurs. Mais à quel prix? Vous avez des gens à Londres qui font... L'Allemagne, vous avez des gens qui font 3 boulots pour vivre. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est obligé de partir vers le bas en permanence? Moi, je pense qu'on peut créer autre chose. Quoi qu'il en soit, si on revient à cette histoire des ralliements, quand même, est-ce que c'est pas bon signe? Rarement les gens vont à la défaite. On voit que c'est le camp d'Emmanuel Macron et celui d'Éric Zemmour qui, pour l'instant, enregistre le plus de ralliements d'affichage. Les grands noms, les stars, entre guillemets, c'était en 2017. Là, c'est très...
Là, c'est très léger, quoi. Enfin, Monsieur Woerth, tout le monde était au courant qu'il avait déjà son billet en départ pour le Macronistan. Il était déjà un salle d'attente. Enfin, tout le monde le savait. C'est pas très surprenant. Mais il n'y a pas des grands noms. Il n'y a pas un vrai mouvement. Très impressionnant, des faits blastes, comme on dit en politique. Non, puis c'est surtout que quand on est vraiment de gauche, il y a une chose pour moi qui est claire, c'est qu'on ne va pas chez Emmanuel Macron. Parce que s'il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron n'est pas de gauche. Tout son quinquennat, toutes les orientations qu'il a pu prendre, elles sont clairement à droite et une droite libérale. Donc arrêtons de dire que la social-démocratie, elle est incarnée par Emmanuel Macron. C'est faux. L'endettement à 115%, aller dans le quoi qu'il en coûte pour creuser à ce point-là la dette, c'est pas très très libéral. Mais le quoi qu'il en coûte, moi je vais bien. Mais rappelons quelle est la situation de nos jeunes où on a un taux de pauvreté quand même qui est assez ahurissant. Moi, je suis enseignante en lycée professionnel. Quand vos élèves, ils vous disent, ou quand vous êtes anciens élèves, vous disent, je vais à la soupe populaire parce que j'ai perdu mon petit boulot, parce que je n'ai pas d'autre choix. Quand on fait des tarifs à 50 centimes dans les collectivités territoriales pour permettre à certaines familles d'avoir un repas chaud pour leurs enfants dans la journée, quand vous avez des gens qui sont précarisés, ubérisés, qui travaillent et qui sont des travailleurs pauvres, enfin, je suis navrée, mais quand on a fait les poches des plus pauvres en baissant les APL et en supprimant l'ISF, pour moi, c'est pas être de gauche. Rachel Kahn, c'est un peu votre camp. Vous avez été sollicité souvent par le camp Macron. Vous avez des liens avec ce camp-là. Quand on dit il y a plus rien de gauche dans ce camp-là, qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a plus rien de gauche peut-être dans ce pays. Ah non, c'est pas vrai. Non, je fais exprès de provoquer un peu à la Maxime Niedo. J'apprends beaucoup de lui. Non, c'est réciproque. On va vous laisser les amis. Juste parce que à ce moment-là, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les principes républicains, sur les principes fondamentaux, sur cette manière qu'ont les collectivités territoriales de faire et ne pas être que dans les petites phrases ou dans les effets d'annonce, eh bien, c'est à cet endroit-là, en fait, que moi, j'ai posé cette question à la gauche, si elle était vraiment elle-même. Quoi qu'il en soit, on voit que le camp Macron arrive à capter, il l'avait déjà fait en 2017, et cette fois encore, à capter un certain nombre de voix, de futures voix sans doute à gauche. Et justement, regardons ces chiffres extrêmement intéressants de la Fondation Jean Jaurès. Entre 20 et 26% des électeurs de Benoît Hamon déclarent aujourd'hui officiellement une intention de vote en faveur d'Emmanuel Macron. Et quand on s'intéresse au potentiel de vote d'Emmanuel Macron, c'est bien plus encore. Près d'un électeur de Benoît Hamon sur deux, 49%, déclarent qu'il pourrait voter pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Et ce potentiel électoral d'Emmanuel Macron se retrouve également chez les sympathisants Regardez ces chiffres, 54% pourraient voter pour Emmanuel Macron, dont 20% ont l'intention certaine de le faire. Et c'est une impulsion qu'on retrouve également chez certains ténors socialistes. Le dernier soutien en date, c'est un soutien qui existait déjà en 2017, celui de Marisol Touraine, ex-ministre des Affaires sociales et de la Santé sous Jean-Marc Ayrault. Elle vient de l'annoncer cet après-midi dans Le Parisien. Elle emboîte le pas à l'ancien porte-parole du PS, Édouard Rian-Sipel. D'autres renforts, dont plusieurs grands élus socialistes, sont également dans le viseur des équipes d'Emmanuel Macron. Ils veulent en tous les cas convaincre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, ou encore le maire de Dijon, François Rebsamen, qui ne se sont pas encore prononcés. Des informations circulent également concernant la maire adjointe de Marseille, Samia Ghali, mais aussi Thierry Repentin, maire de Chambéry, ou celui de Libourne, Philippe Buisson, qui pourrait, lui, choisir de se rallier lors de l'entre-deux tours. Mais vous le savez, cet élan socialiste vers la gauche ne date pas d'hier. C'était déjà le cas en 2017, avant le premier tour. Rappelez-vous, le premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, avait même promis des sanctions contre les socialistes parrainant le candidat d'En Marche. Au final, il n'y a pas eu de sanctions officielles de Solferino, mais il y eut une avalanche de soutien officiel en faveur de la candidature d'Emmanuel Macron en 2017. Des profils de poids avaient fait la une il y a 5 ans. Tout d'abord, Gérard Collomb, qui était un des
premiers éléphants du PS à avoir soutenu Emmanuel Macron, suivi du député PS du Finistère Richard Ferrand, mais aussi Bertrand Delanoë, Manuel Valls et Jean-Yves Le Drian s'étaient ralliés en mars à Emmanuel Macron. Ces annonces avaient actionné la fracture de l'électorat socialiste. C'était environ la moitié des électeurs ralliés à François Hollande en 2012 qu'Emmanuel Macron avait capté dans les urnes en 2017. C'est toujours une étude de la Fondation Jean Jaurès. Quant à l'autre moitié, elle s'était plutôt dirigée vers Jean-Luc Mélenchon. Et j'entends le sourire de Françoise depuis tout à l'heure. Voilà, Françoise de Gois veut se rallier à Emmanuel Macron, mais elle n'a pas encore. Elle attend quelques minutes quand même. Qu'est-ce que ça me fait rire, honnêtement. Françoise de Gois, pardon, permettez-moi de vous interrompre. Interrompez-moi. Comment expliquer? Est-ce que c'est de l'alchimie? Est-ce que c'est de l'illusionnisme? Quand on arrive, quand on va des lecteurs de Monsieur Hamon à Éric Woerth, quand même, le grand écart est assez... Écoutez, ça s'appelle... Madame Diop, quelle est votre interprétation? Attendez, laissez quand même parler Madame Diop. J'ai rien dit, c'est vous m'interpellez. Non, mais sincèrement, on va nous rabâcher les chiffres de 2017. 2017, il y avait encore l'illusion de dire je suis ni de droite ni de gauche. D'accord? Donc, effectivement, certaines personnes se sont dit bon, il y a plus de chances, effectivement, d'aller plutôt vers une social-démocratie chez Emmanuel Macron. Mais sincèrement, après son quinquennat, pour moi, c'est clair. On ne peut pas se prétendre encore de gauche. Excusez-moi, mais moi, la gauche que je défends, celle des territoires, la gauche du faire, la gauche du pragmatique, je suis navrée, n'a rien à faire chez Emmanuel Macron. Après, effectivement, c'est plus difficile. Vous savez, c'est dans les contextes difficiles qu'on reconnaît les gens à leurs valeurs, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils défendent. Et bien moi, je continue à défendre cette social-démocratie avec Anne Hidalgo et je n'irai pas à la soupe, excusez-moi, chez Emmanuel Macron. Qui votera pour qui? Pour est-ce que vous... Alors, évidemment... moi, je suis porte-parole d'Anne Hidalgo. Oui, Rachel je vais voter pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Françoise de Gois. Je resterai à gauche. Ah, c'est un peu vague, ça. Ah bah voilà. Quel candidat? Vous votez pour qui? Vous n'avez pas le droit, vous moi, êtes je suis suisse. désolé. Si vous avez une naturalisation express, je veux bien la prendre. Vous n'avez pas répondu, Françoise de Gaulle, parce que vous avez la langue bien pendue, mais là, tout à coup, je vous trouve un peu sèche. Elle est timide. C'est votre timidité. Alors, pour qui non, pas du tout, parce que si je dis pour qui je vais voter, en réalité, ça enlève du temps de parole à la personne. Vous savez, vous n'avez pas le droit de faire ça. Allez, Maxime Liédot. À Blanc. À Blanc. Vous êtes vraiment blanc? Ah ben comme les deux dernières élections. Non mais politique. Non mais quand je ne trouve pas quelqu'un qui porte des idées de A à Z, quand j'étudie les programmes, quand il n'y a rien qui me plaît, je vote rarement. Alors, vote blanc, et puis vous? Non, mais je suis comme François. C'est pas une surprise, donc ça sert à rien. Il suffit d'aller sur mon compte Twitter, vous le savez très bien. Je vais pas aller. Vous voulez pas que je mette un drapeau? Vous votez pas marxiste-léniniste, c'est ce qu'on a cru comprendre. Moi, je vote à gauche, par exemple. Vous ne pouvez pas imaginer que je vais voter. Et jamais, et pas un moment dans ma vie. L'alchimie dont vous parlez, je voudrais vraiment, je le redis, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron c'est un bloc qui est figé, assez haut, assez faible et assez haut. Entre 22 et 25%, il n'élargit pas. Donc c'est une sorte d'îlot dans une mer un peu déchaînée de mécontentement. Donc la France moi, va bien, une fois de voilà, je veux dire, je serai prudent dans les commentaires. Au chapitre de ces ralliements surprenants ou non, il y en a un encore maintenant. Et oui, l'ancienne ministre socialiste Elisabeth Guigou qui annonce dans le JDD qu'elle se rallie à Emmanuel Macron, Darius. Voilà. Mais c'est pas ça fait la gauche mitterrandienne. Mais même si ça fait longtemps, elle réitère avec ses réchauffés, ses ralliements réchauffés. Mais ça reste les faits. Coucou, j'existe. Ça reste les faits. Je vais voir Emmanuel Macron. Nous, on est là pour apporter les faits. Voilà, c'est factuel. C'est les casser la tête avec ça. Alors, c'est les journalistes qui vous cassent la tête dans ce cas. Non, mais vraiment. C'est un non-événement. Pour aller dans le sens de Madame Diop, il y a ceux qui étaient déjà ralliés, il y a ceux simplement qui se rappellent, qui font un petit coucou. Et il y a ceux quand même, qui disent je vais faire campagne activement, ce qui est quand même déjà un peu différent, objectivement. Oui, objectivement, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les Françaises et les Français. Et sincèrement, ce que je veux, c'est leur changer la vie. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais qui s'est rallié à Anne Hidalgo? Comment ça? Non, je vous pose la question. Vous, quel ralliement vous affichez alors? Ah, mais nous, vous savez, ce qu'on veut, c'est pas des ralliements, c'est réveiller le peuple de gauche et leur offrir un chemin d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français, c'est de ça dont ils ont besoin. Pas du buzz de communication. Ce qu'ils veulent, c'est des mesures concrètes pour changer leur vie, avoir du pouvoir d'achat, penser à l'avenir de leurs enfants, que l'école de la République tienne sa promesse, qu'elle soit émancipatrice et qu'on arrête avec ces histoires de séparatisme et de communautarisme. Moi, ce que je veux, c'est l'universalisme et que le Français retrouve la fierté d'être Français. Moi, c'est ça qui m'aide.
je vais Madame voter Diop, Hidalgo. merci m'avez beaucoup. convaincu. Voilà, vous avez gagné une voix là. Merci Yes. d'avoir été notre invité. Diversité des réactions ce soir. On va revenir dans un tout petit instant à la situation en Ukraine avec vous, Margot Haddad, le journal de la nuit avec de nouvelles images, notamment de Vladimir Poutine. Merci beaucoup à vous. On verra pour qui vote Françoise de Gois. Vous l'annoncerez solennellement. Merci beaucoup à l'équipe qui a préparé cette édition et à demain.